Now we'll continue with the second session, and I'm very, very delighted to introduce Dr. Ishchenko, who is going to give a presentation about unmet needs of women with chronic inflammatory disease. Ala, it's for you. Hello, I will just start my screen, just a moment. Yes. Okay. Donc maintenant, nous allons tous nous exprimer en français, même si nous faisons tous partie de la famille de Caroline et qu'elle doit préférer qu'on s'exprime en anglais. Là, nous allons tous parler en français et je laisse la parole à la grande médecin, Dr. Ala Ishchenko. Merci pour cette introduction, professeur Larbre. Je suis Dr. Ishchenko et je travaille comme rhumatologue en Belgique, à l'université de Louvain et à l'hôpital Zittena à Anvers. Et aujourd'hui, je vais toucher un sujet très intéressant, les besoins médicaux insatisfaits des femmes atteintes des maladies inflammatoires chroniques. Maladies chroniques inflammatoires, en particulier rhumatismales, sont induits par l'activation aberrante du système immunitaire et comme conséquence, un processus inflammatoire chronique et durable. Plusieurs organes, articulations, peau, tendons, système vasculaire et organes internes peuvent être affectés, comme par exemple dans la polyarthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux disséminé. Certaines maladies rhumatismales ont une prédominance féminine claire. 3 patients sur 4 atteints de la polyarthrite rhumatoïde, de sclérose systémique et 9 patients sur 10 avec un lupus sont les femmes. Comme rapporté dans plusieurs études, les patientes rapportent plus de plaintes douloureuses et ceci est en partie lié aux différences hormonales, à la différence de perception de la douleur liée au sexe et dans certains cas, maladies plus sévères chez les femmes. Les femmes avec les maladies rhumatismales inflammatoires ont plus de risques d'éprouver les symptômes de fatigue et signalent la qualité de vie moindre comparée aux patients masculins avec l'activité de la maladie similaire. Les patients féminins souffrent plus fréquemment d'anxiété, de dépression et des troubles de sommeil. Et finalement, particulièrement chez les femmes, notre traitement va être influencé par des différentes phases de vie de nos patientes. Prise en charge des maladies inflammatoires chez les femmes. Pendant que le rhumatologue se concentre sur le diagnostic précoce, le traitement adéquat, le contrôle optimal de la maladie, les effets secondaires, beaucoup de questions de nos patientes restent sans réponse et leurs besoins insatisfaits. Cette discordance de perception de la maladie et de santé entre le rhumatologue ou dermatologue traitant et le patient est plus fréquent chez les femmes. Ceci peut entraîner un manque de prise de décision conjointe concernant le traitement, compliance thérapeutique moindre et dissatisfaction de la patiente, et ceci même malgré le bon traitement et contrôle optimal de la maladie. Alors, quels sont les besoins insatisfaits de nos patients féminins avec les maladies inflammatoires chroniques? Peu d'études sont disponibles à ce sujet très intéressant, mais il paraît de la littérature que les principaux sujets peuvent être résumés en besoin de diagnostic précoce, besoin d'informations appropriées, besoin de prise en charge multidisciplinaire et besoin d'accéder au soutien supplémentaire. Besoin de diagnostic précoce est un des problèmes que nous essayons constamment d'améliorer. Le délai prolongé avant de consulter le médecin peut, en particulier chez la femme, résulter des responsabilités familiales, parentales ou des obligations professionnelles.
Certains stéréotypes influencent également, et malheureusement, la perception de patients avec la douleur et peut entraîner une stigmatisation négative, comme par exemple perception de la patiente par le professionnel de santé en ayant une douleur d'origine psychosomatique ou d'origine dépressive, et ceci évidemment peut entraîner un diagnostic erroné, et ceci est particulièrement juste chez les femmes. Délai lié au médecin est plus prolongé chez les femmes. Par exemple, les patientes avec l'arthrite psoriasique ont un diagnostic erroné plus fréquemment que les hommes. Dans une étude, par exemple, les femmes attirantes ont été systématiquement perçues par les professionnels de santé en ayant une douleur moins sévère. Et les patientes avec les indices visibles d'invalidité, par exemple en étant en chaise roulante, en ayant une maladie plus sévère. Par contre, comportement proactif, attitude de recherche d'aide qui est plus attribuée aux femmes, peut améliorer le délai diagnostique. Des études avec des questionnaires et des interviews des patients montrent que besoin d'informations semble être très important, et particulièrement chez les femmes. Jeune âge et niveau d'éducation plus élevé sont liés à une demande plus importante d'informations, mais également de prise de décision thérapeutique conjointe, c'est-à-dire collaborative avec la patiente. Les patientes ont besoin d'informations à un temps approprié, adaptées à leurs besoins, et de préférence écrites ou des sources Internet fiables. Alors, quels sont les sujets insuffisamment touchés lors de la prise en charge des femmes avec les maladies inflammatoires chroniques? Apparemment, les questions sur la santé reproductive, planning familial, grossesse, maternité et allaitement sont toujours insuffisamment répondues et besoin d'informations à ce sujet reste insatisfait. Ceci, bien évidemment, peut être une source d'anxiété et influencer le bien-être des patientes. Par exemple, malgré la demande des patients, les questions de la vie relationnelle, affective et sexuelle sont rarement abordées par le rhumatologue traitant, ou de peur de choquer la patiente, ou par manque de formation, ou par exemple, réticence personnelle. Des questionnaires, il paraît que beaucoup de patientes ne connaissent pas la compatibilité de leur traitement avec la grossesse, ou par exemple les effets secondaires, ou par exemple les types de contraception adaptés à leur cas. Donc, il y a certainement un manque de communication à ce sujet. Les patientes avec les rhumatismes inflammatoires rapportent des douleurs et ceci n'est pas toujours corrélé avec l'activité de la maladie. Donc, la prise en charge de douleurs pharmacologiques et non pharmacologiques, éducation de la patiente, les stratégies cognitivo-comportementales peuvent avoir un effet bénéfique, pas seulement sur la douleur, mais aussi sur la fonctionnalité et la capacité d'accomplir les activités de tous les jours et donc améliorer la qualité de vie de la patiente. Deuxièmement, information sur les effets secondaires et la sécurité médicamenteuse. Par exemple, dans une étude, la moitié des patientes avec un lupus systémique ne savaient pas si leur traitement est compatible avec la grossesse et quels sont les effets potentiels de leur traitement. Finalement, les informations concernant les pathologies malignes liées à la maladie même ou liées au traitement, en particulier le cancer de sein, le cancer de l'utérus, de col de l'utérus, les questions de vaccination contre l'HPV, ces questions sont rarement abordées et ces questions sont souvent non répondues. Besoin de la prise en charge multidisciplinaire. La gestion multidisciplinaire, en particulier pendant les périodes transitionnelles de la vie de nos patientes, lors de pose de diagnostic, lors de changement de traitement
pendant la grossesse, pendant la période postnatale est primordial. Cependant, selon plusieurs études, les patientes rapportent que ce besoin n'est pas satisfait. Finalement, besoin d'un soutien supplémentaire. Planning des soins, soutien social et pratique, ainsi que le soutien psychologique sont reconnus par les femmes et les professionnels de santé comme des aspects importants de la prise en charge. Mais ces aspects ne sont pas toujours accessibles aux femmes. Support de la famille et de l'employeur sont perçus comme très utiles. Mais les patientes reconnaissent que ces aspects devraient encore s'améliorer. Et une compréhension et conscience de l'entourage, comme on dit en anglais, awareness, sur leur pathologie, aiderait certainement à ce sujet. Il paraît également qu'il y a une grande demande d'avoir des organisations de patients. Il y a un besoin de participer dans les groupes de support où les patientes peuvent partager leurs expériences avec d'autres femmes ayant des pathologies similaires. Quelles sont les pistes d'amélioration? Donc, un traitement pharmacologique approprié doit être associé à une prise en charge multidisciplinaire, adaptée aux besoins individuels de la patiente. Même si le spécialiste traitant, rhumatologue, dermatologue, ne peut pas aborder tous les sujets et répondre à toutes les demandes, les autres professionnels de la santé, les infirmières spécialisées, obstétriciens gynécologues, jouent aussi un rôle très important. Donc, fournir les informations, éduquer les patients sur leurs différents aspects de leur maladie et les mettre en communication avec les associations des patients peut améliorer notre prise en charge. La patiente devrait être prise en charge dans sa globalité et la décision thérapeutique doit être prise d'une manière collaborative avec la patiente. Et en conclusion, les besoins insatisfaits de nos patients avec les maladies inflammatoires chroniques peuvent être améliorés par éducation appropriée de nos patientes, par optimisation de collaboration des professionnels de santé et par le soutien. Et ici, les associations des patients jouent un rôle primordial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis sûr que vos patientes et vos patients sont merveilleusement pris en charge avec toutes ces recommandations très chaleureuses et très, très humanistes qui sont vraiment au niveau de la présentation qu'avait fait Caroline Wozniacki. Vous avez été très intéressante, très claire. J'ai déjà envie de vous poser des questions, mais on va les réserver au temps de discussion qui fera suite aux présentations de deux patientes. Effectivement, j'ai le plaisir de passer la parole à Catherine et Laetitia, qui vont successivement nous parler de leur histoire personnelle de maladies inflammatoires chroniques, nous fournir des informations sur leur parcours, soit sur l'arthrite rhumatoïde, soit sur la spondyloarthrite axiale. Je propose à Catherine de prendre la parole. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous me voyez? Pas encore. Bien. Je pense qu'il y a un petit problème avec la caméra. Je vais... Attendez, start my vidéo, oui, vas-y. Non, j'ai un petit souci avec la vidéo. Donc, je vous parle de mon expérience. J'ai été diagnostiquée avec une polyarthrite rhumatoïde en novembre-octobre 2019. Auparavant, les premiers symptômes que je ne connaissais pas sont apparus aux environs de 2014-2017. Les premiers symptômes se sont manifestés quand j'allais faire du jogging. Après quelques kilomètres, mes orteils commençaient à être douloureux, à s'engourdir et
et même au bout d'un certain temps, j'avais l'impression de ne plus avoir ces orteils. Mais pour moi, ça ne voulait rien dire. Je pensais que c'était attribué à cette activité sportive, peut-être une mauvaise paire de chaussures ou un peu trop de... Je forçais peut-être un peu trop sur la distance, sur la vitesse. Donc, je n'ai pas prêté attention. Ensuite, vers 2017, d'autres signes sont apparus. Le matin, lorsque je me levais, j'avais l'impression de marcher sur des graviers. C'était vraiment terriblement pénible. Lorsque je descendais les escaliers, j'avais la sensation d'être un escargot. Du coup, mon confort de vie n'était plus très très bon parce que je ressentais que quelque chose n'allait pas physiquement, mais je ne savais pas, je ne savais pas quoi. Mais j'étais vraiment physiquement pas bien, donc petit à petit, j'ai arrêté de courir, ce qui ne m'allait pas. Ce qui a entraîné aussi un peu une prise de poids parce que je suis gourmande, ce qui a eu des répercussions sur mon moral puisque c'était un peu une boucle, un cercle vicieux. Et je n'ai pas pensé à consulter à ce moment-là parce que c'était des symptômes diffus, c'était pas constant, il y avait des jours avec, il y avait des jours sans, et je trouvais que l'un dans l'autre, ce n'était pas si invalidant que ça, même si c'était douloureux. Et puis, un jour, 2 fois de suite, je me suis réveillée en ayant les mains, doigts, poignets complètement immobilisés, chauds, gonflés. Je ne savais plus ouvrir les mains, les doigts, je ne savais plus les détendre, je ne savais plus bouger le poignet. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit que sans doute la veille, j'avais dû faire un faux mouvement. Et puis la deuxième fois, à quelques jours d'intervalle, donc là, j'avoue que ça m'a fait peur. Donc, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et là, ils ont fait les examens qu'ils pensaient devoir faire en toute bonne foi, mais je suis ressortie en n'ayant aucun diagnostic. Pour eux, tout allait bien. Et suite à une discussion que j'ai eue avec ma fille, finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai été consulter mon médecin traitant, qui quasi instantanément a émis la possibilité que ce soit une polyarthrite rhumatoïde. Elle a fait faire des analyses sanguines qui ont révélé effectivement que c'était bien ça. Elle m'a envoyée chez une rhumatologue. Entre le moment où j'ai fait la prise de sang et le moment où je me suis retrouvée chez la rhumatologue, je n'ai préféré ne pas en parler à ma famille parce que je voulais d'abord pouvoir arriver chez eux en leur disant voilà, il y a un problème et il y a une solution et je vais suivre le traitement et je vais faire ce qu'il faut pour aller bien. Puis j'ai rencontré la rhumatologue, j'étais très contente de la rencontrer parce qu'elle a mis fin à une crainte que j'avais. Pour moi, une personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde était une personne qui, à moyen ou long terme, risquait de se retrouver dans une chaise roulante et ça, j'avoue que j'en avais très très peur. Elle m'a directement rassurée en me disant que les traitements actuels stabilisaient, freinaient l'évolution de la maladie. Et puisque je n'étais quand même qu'au début, c'était une très très bonne nouvelle pour moi. Ensuite, j'avais peur aussi de ne pas pouvoir recommencer à courir. Et à ce sujet, si la caméra avait fonctionné, j'avais préparé 2 chaussures à côté de mon ordinateur, une chaussure étant mes talons hauts préférés et l'autre étant une chaussure de jogging, parce que c'est révélateur, c'est emblématique finalement de une des conséquences de la polyarthrite. Parce que les talons hauts, je ne peux plus les mettre, c'est fini. Et ça, une personne d'un groupe de parole dans lequel je suis, dont je fais partie, me l'avait dit, la polyarthrite, c'est une série de deuils, dont ce deuil-là. Alors, quand on n'est pas bien grande comme moi, perdre ses hauts talons, c'est un peu difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que ma rhumatologue m'a dit, vous pouvez courir, il suffit de trouver la bonne paire de chaussures. J'ai trouvé la bonne paire de chaussures. C'est pour ça que j'avais pris donc comme deuxième paire mes runners. Et depuis que j'ai fait ça, que j'ai trouvé la bonne paire de chaussures, je suis repartie. Depuis quelques mois, je prépare un semi-marathon avec une amie. J'ai plein d'espoir, c'est vraiment très, très gai.
Et quand ça ne va pas, contrairement à avant où je ne faisais pas attention, eh bien, je lève le pied, je fais une pause, je me repose et je reprends le lendemain ou le surlendemain si nécessaire. Au niveau des groupes de parole, c'est très important aussi parce que lorsqu'on y va, on rencontre des personnes qui ont la même chose que nous. Et les jours où ça va pas bien, si on a envie de pouvoir sortir des paroles relativement négatives, eh bien, on ne va pas être jugé. On peut sortir nos paroles négatives parce qu'elles sont comprises, elles ont été vécues aussi par les autres personnes. Et puis, il y a des jours où on va mieux, et alors on est ultra positif et c'est très agréable également. Donc, j'encourage les gens vraiment à aller dans des groupes de parole, même si ça peut être rébarbatif au début. On se dit, oui, mais enfin, on va se retrouver là tous malades. C'est un peu plombant dans l'ambiance. Ce n'est pas vrai. On peut épuiser beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, une autre question aussi à laquelle j'ai fait face, c'est au moment où j'ai commencé mon traitement, j'ai lu attentivement la notice. Et quand j'ai vu tous les effets secondaires possibles, je me suis dit, mais mon Dieu, quand vais-je pouvoir prendre ce médicament sans que ça ait un impact négatif sur ma vie professionnelle ou familiale? Finalement, j'ai trouvé le jour, mais je pense que c'est la première fois que j'ai lu une notice aussi attentivement et en réfléchissant vraiment bien à comment m'y prendre et quand le prendre. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que quand on ne se sent pas bien, comme ça, avec des symptômes sur lesquels on ne peut pas mettre un nom et pour lesquels le personnel soignant ne vous apporte pas tout de suite une réponse, eh bien, vous demandez si vous ne commencez pas une dépression ou si vous ne somatisez pas, si vous n'exagérez pas. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle moi, en tous les cas, et j'imagine certaines femmes, n'arrivent pas rapidement chez le médecin. On a peur de ne pas être comprise dans cette douleur. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Voilà. Catherine, nous espérons bien sûr pouvoir aller vous suivre dans le semi-marathon que vous envisagez. Merci. Et toute la famille Advantage Earth va vous soutenir. Et est-ce que vous avez d'autres rêves que ce semi-marathon? Oui, pas mal. Donc, enfin, voilà, j'aimerais bien recourir un marathon. Ça, ce serait quand même le sommet. J'ai des doutes, mais pourquoi pas. De préférence, celui de Bruxelles, c'est quand même ma capitale. Et puis, vu que j'aime bien bouger, j'aimerais bien faire des longues marches dans des conditions climatiques peut-être un peu exigeantes. Et oui, le froid ou le très chaud m'intéresserait très fort. Donc, un trekking au Sahara ou au pôle Nord, ça me plairait très, très fort. Voilà. Merci beaucoup. On sent à la fois vos efforts pour suivre les traitements, vous adapter à la maladie, dépasser la maladie et repartir avec de grands projets tout à fait réalistes. Et c'est vraiment très bien. Je vous poserai de la part d'associations, d'intervenants d'autres questions tout à l'heure. Si vous êtes d'accord, je vais passer la parole à notre Laetitia en haut de ces montagnes. Bien sûr. Allez Laetitia, bienvenue. Nous avons vraiment beaucoup de chance avec toutes nos intervenantes. Est-ce que vous m'entendez? Médecins, oui. Patientes. Une belle famille secrète grâce à vous. Oui, il y a vraiment quelque chose de magnifique, je crois, dans la communauté. C'est génial de pouvoir tirer quelque chose de bon de quelque chose qui n'est pas forcément bon à la base. Et je crois qu'il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se passer, effectivement, quand on voit aussi ce genre de campagne. Donc voilà, donc tout simplement, merci déjà de me donner la parole. Je suis extrêmement honorée de faire partie de cette campagne. Je m'appelle Laetitia, justement, je suis suisse et j'ai 39 ans. Donc moi, j'ai été diagnostiquée en 2016 avec une spondylarthrite axiale, mais j'ai souffert de ces symptômes. Ouais, j'ai envie de dire, après réflexion, à peu près 8 ans avant ça, de ce que j'arrive à me souvenir. Ce qui veut dire que j'avais à peu près 28 ans quand ça a commencé. Dans ma vie, j'ai fait 2 forts épisodes de psoriasis
Et actuellement, on pense aussi que peut-être j'ai un diagnostic associé de fibromyalgie, ce qui est à l'inverse de ce qui est d'habitude chez les femmes. C'est d'abord c'est fibro et après c'est spondylarthrite, alors que moi, on est en train maintenant de passer aussi sur la fibro. Et je veux juste préciser quelque chose parce que ça me tient à cœur et puis que je crois qu'il faut qu'on en parle de plus en plus, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, je suis traitée et suivie pour en fait un état anxieux et dépressif. Donc ça, c'est un peu mon introduction médicale de qui je suis. Donc, honnêtement, ma vie est remplie d'une quantité de professionnels de la santé avec lesquels je collabore pour pouvoir optimiser ma vie, pour pouvoir essayer d'avoir plus de chances possibles d'optimiser ma vie. Maintenant, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile parce que ma vie d'avant, c'était que j'étais très sportive. Alors, bien sûr, pas comme Caroline, pas de ce niveau-là, mais j'avais un niveau de sport en fait quotidien du fait que je faisais énormément de vélo et beaucoup de courses à pied aussi. Donc, je me reconnais aussi dans le témoignage de Catherine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai à peu près pédalé 30 pays, soit 46 000 kilomètres à vélo, à la force de mon corps et de mon mental avant mon diagnostic. J'ai été guide touristique à vélo, j'ai été coursière à vélo, donc le sport faisait vraiment partie de façon intensive dans mon quotidien. Et jusqu'au jour où en fait, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir marcher plus de 100 pas, ou simplement, voilà, ça a été un peu comme tout ce qu'on entend, ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant dans les témoignages. Et voilà, donc dans mon histoire, il y a énormément de similitudes avec le témoignage de Catherine et le témoignage de Caroline. Effectivement, c'est des choses où on passe de femmes hyperactives, pleines d'énergie, qui sont indépendantes, à tout à coup, on se retrouve vraiment à ne plus pouvoir faire grand-chose, demander de l'aide pour s'habiller, pour se doucher, pour ramasser quelque chose qui tombe par terre. Et c'est vrai que, surtout quand on est une femme, je pense aussi très indépendante, qui s'assume, qui a un caractère bien trempé, c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai même voyagé seule, hein, donc en totale autonomie. Et du coup, c'est vrai que maintenant, quand je réfléchis, je réalise que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc, pour moi, en fait, ça a été très graduel. Il y a vraiment eu une évolution au fil des années où, en fait, je commençais à perdre ma santé physique. Et j'avais vraiment, en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais une trentaine d'années, donc je n'avais pas conscience que ça pouvait être, en fait, une maladie inflammatoire. Encore moins de l'arthrite, parce que j'avais jamais entendu, j'avais jamais pensé qu'à 30 ans, on pouvait avoir de l'arthrite. Donc, dans mon parcours diagnostique, en fait, j'ai envie de dire que depuis le jour où les symptômes sont apparus et ce nom à coucher dehors qu'il a fallu apprendre et que les gens n'arrivent jamais à répéter, même quand ils savent ce que c'est, il y a eu pas mal d'années. Mais les causes de ces années, dans mon cas, ça a vraiment été le fait, premièrement, que j'imaginais pas que ça pouvait être une maladie. Deuxièmement, que je vivais beaucoup à l'étranger, donc j'avais un accès restreint aux médecins. Et puis, troisièmement, mon caractère, ou je ne sais quoi, je pense que beaucoup de patients et tant de patients passent par les mêmes choses, faisait qu'en fait, je trouvais des excuses à tous les symptômes. Chaque symptôme avait une excuse. Et c'est vrai que y a quand même cette notion d'ignorance, mais de déni, qui pour moi a été vraiment quelque chose qui a ralenti le diagnostic. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai voulu m'adapter pour continuer à être active, pour continuer ma vie. Moi, je voulais que tout soit normal. J'ai 30 ans, je vais être fonctionnelle. Donc, c'est devenu ma nouvelle normalité d'avoir mal, en fait. Et c'est vrai que, au fond de moi, je réalisais que ça devenait de plus en plus compliqué de faire des choses très communes, des tâches courantes de la vie, que j'étais de plus en plus faible alors que je continuais à faire du sport, que je me sentais tout le temps fatiguée. Et ça, c'est toutes des choses que j'ai vraiment, en guillemets, réfléchi après coup et réalisé après coup aussi.
Parce que sur le moment, on est quand même dans ce déni, où on se dit, mais non, c'est rien, c'est parce que justement, comme disait Catherine, j'ai trop poussé, ou voilà. Donc, ça a été comme ça jusqu'au jour où c'était plus possible d'ignorer. Donc, j'avais cette musculature qui me tenait, parce qu'effectivement, avec ce sport, ça nous tient quand même. Il faut quand même dire que je pense que c'est très, très important. Mais à un moment, mon corps, il a dit stop. C'était plus possible d'ignorer. C'était plus possible. J'ai dû m'avouer que vraiment quelque chose n'allait pas. Et le problème, c'est qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que le volcan explose. Et c'est vraiment le pire, je crois. Enfin, ça, c'est mon expérience et c'est pour ça que me suis investie en tant que personne porte-parole aussi pour parler de tout ça. Parce que finalement, toutes ces douleurs qui étaient devenues ma normalité, le jour où je suis allée chez le médecin, il se retrouve avec quelqu'un comme un oignon. On doit enlever à chaque fois une couche parce qu'en fait, il y a tellement de douleurs qui se sont accumulées pendant tellement d'années qu'on ne sait même pas par où commencer. Donc, moi, je l'avais caché à tout le monde en commençant par moi-même. Bien sûr, les gens autour de moi qui vivaient avec moi dans le quotidien, ils voyaient bien que tout à coup, j'avais des problèmes pour justement faire la vaisselle ou des choses. Mais ce n'était pas possible d'en discuter. Ça n'existe pas, je vais bien. Et effectivement, quand je me suis retrouvée dans le stade où vraiment c'était plus possible, là, j'ai été consultée et ce pauvre docteur s'est retrouvé avec cette patiente tout endolorie et ça a vraiment compliqué le tout, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel qu'il y ait cette sensibilisation, que les gens aillent consulter avant que ce soit trop tard. Enfin, pas trop tard, façon de dire, mais que la dégradation de la qualité de vie se soit déjà mise en place, en fait. Parce que ma dégradation de vie s'était déjà bien mise en place. Donc, après, on m'a trouvé une hernie. On m'a trouvé une hernie assez typique, la L5-S1, toute petite, mais très mal placée. Elle titille le nerf sciatique. Donc, on m'a dit, écoute, si, vu ta nature sportive, si tu fais tout ce qu'on te demande, c'est-à-dire de réduire ton taux de travail, de faire des infiltrations lombaires, de faire de la physio 3 fois par semaine, de prendre des anti-inflammatoires, et tout ça, dans 6 semaines, ta vie, elle revient comme avant. Et je me souviens de ce moment vraiment où je me suis dit, OK, je vais le faire, parce que je ne prenais jamais de médicaments, je faisais jamais... Et là, je me suis vraiment... Et je me rappelle d'un physio qui me disait, oui, moi j'ai une patiente, elle a la même chose que vous, et vous allez voir, tout va se remettre en place tout de suite. Et en fait, ça allait de pire en pire, il n'y a rien qui s'améliorait. Et justement, j'ai réduit mon taux de travail à 50%, non seulement parce que je ne pouvais plus l'assumer, mais aussi parce qu'en fait, tout à coup, je me retrouvais avec plein de visites médicales, le physio, tellement de choses en fait, qui prennent du temps et de l'énergie que je ne pouvais pas travailler à plus de 50%. Et encore, j'avais un patron très compréhensif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi changé de physio, je crois, 6 fois. J'ai donc kiné en fait en France, je crois, et j'ai aussi changé de rhumatologue parce que pour moi c'était important d'être avec une équipe où on collabore ensemble et où on prend des décisions partagées. Et du coup, c'était vraiment une grosse décision, donc surtout la rhumatologue, d'oser la changer parce que voilà, on recommence tout, le dossier ne nous suit pas forcément. Donc, ça peut nous démotiver à le faire alors que c'est extrêmement important de vraiment se sentir en confiance avec les gens, en fait, avec l'équipe médicale. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on ne trouvait pas ce qui se passait, mais qu'eux croyaient en moi, il y a eu le côté où on a fait la corrélation entre l'aspect gynécologique. Parce qu'à chaque fois que j'avais un cycle menstruel ou une ovulation, j'avais des douleurs qui étaient extrêmement handicapantes. Ça ne me laissait pas beaucoup de temps dans le mois sans douleur. Et on a fait des tests. Il y a une possible endométriose. Heureusement, elle n'est pas encore très grave. Mais en l'occurrence, justement, on n'a rien trouvé. Donc, ma généraliste a essayé de chercher plus loin parce que justement, l'équipe de docteurs pensait qu'il fallait absolument comprendre ce qui se passait. Et là, elle m'a touché les pieds, elle a touché que j'avais jamais dit que j'avais eu mal. Et elle a touché par voie interne mes sacro-iliaques.
et j'ai sauté au plafond. Là, on m'a fait un IRM et le diagnostic est tombé. Donc, je me sens super reconnaissante parce que ce diagnostic, en fait, entre le moment où j'ai été consultée et le moment où, en fait, j'ai reçu le diagnostic, il y a eu moins d'une année. Et je trouve ahurissant qu'encore au jour d'aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, j'entends des histoires où des diagnostics prennent des années et des années, justement. Et c'est ça qui fait que, personnellement, moi, je pense que mon problème, ça a été le temps que j'ai pris avant d'aller consulter, en fait, et de pouvoir prendre en charge correctement avant qu'il y ait une dégradation de la maladie. Donc voilà, ça, en gros, c'est pour faire le tour du processus de diagnostic. Et ensuite, ben voilà, ça a bien sûr eu des impacts très, très forts dans ma vie. J'ai perdu mon emploi, je n'arrive pas encore vraiment à trouver ma place dans la société. Il y a plein de choses qui ont été vraiment impactées dans la maternité, des discussions qui n'étaient pas au menu du jour et tout à coup, il fallait en discuter. Mais j'avais besoin d'espoir et du coup, je me suis connectée aux patients, je me suis connectée à des associations. J'ai voulu lire énormément en fait, de publications médicales. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses vulgarisées à jour par rapport à la recherche et ce qui se fait pour les patients. Donc, bien sûr, on se retrouve à lire des choses sur les forums et ce n'est pas forcément les informations qu'on aimerait. Et puis, voilà, en fait, je crois que c'est un peu en gros, c'est un peu le tout. Donc, pour moi, la chose la plus importante aussi, ben, ça a été qu'à un moment, il a fallu qu'il n'y ait pas que moi qui l'accepte, cette maladie, il a fallu qu'il y ait aussi la famille, les amis, les gens qui réalisent que ce n'était pas un simple mal de dos et que cette fille si forte qu'il connaissait, ben, maintenant, elle vit avec une maladie chronique. Et tous ces aidants, eh ben, ils doivent aussi, comme Catherine disait, faire le deuil, tout comme nous, en fait, de certaines choses. Donc voilà, après, ben, la gestion, j'essaie de vivre au jour le jour, j'essaie de m'adapter, j'essaie de valoriser les choses positives plutôt que... Enfin, j'essaie de voir ce que j'arrive à faire et les changements positifs, sauf que ben, tout ça, ça ne correspond pas aux normes de la société. Il y a encore aussi beaucoup de stigmatisation, non seulement au fait que je dois dire, par exemple, ben, que j'ai besoin d'un ballon, ou que je dois prendre beaucoup de pauses parce que je dois me lever, aller marcher. Donc, j'ai peur d'être exclue plutôt qu'inclus, surtout dans le monde professionnel et dans la société. Mais après, ben, il y a un autre aspect, et c'est pour ça que je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est tout ce qui est l'aspect en fait psychique et de justement de pouvoir en fait parler de ça et de dire qu'effectivement, on a des besoins. C'est extrêmement... Ouais, c'est extrêmement... Il y a tout un côté de honte, de déranger, d'être différent. On se sent dévalorisé. Et du coup, ben, moi, j'ai commencé ce suivi psychique il y a une année maintenant. Et j'en avais extrêmement besoin, je pense, dès le début. Et je n'ai pas pu l'accepter dès le début, en fait. Donc, pour moi, l'aspect physique a été plus simple à gérer. Je me suis adaptée. J'ai acheté un e-bike pour continuer à faire du vélo et tout ça. Alors que l'aspect psychique, en fait, vu que c'est tellement tabou, presque encore plus que le physique, et c'est tellement, on a tellement de préjudices négatifs que voilà, ça m'a pris du temps pour y arriver et j'y suis maintenant en fait dans cette étape où je franchis de nouvelles étapes par rapport à apprendre à vivre avec cette maladie. Donc voilà, c'est les aspects que je pense importants qui pour moi faut sensibiliser et c'est pour ça qu'il y a, que pour moi, d'informer le public, les patients, qu'il y ait de plus en plus de campagnes, qu'il y ait de plus en plus de connexions et puis d'informations, c'est génial. Parce qu'il faut des diagnostics précoces, il faut aussi rassurer les jeunes. Moi, c'est vraiment ça aussi qui me tient à cœur, c'est tous ces jeunes, en fait. Et voilà, parce que finalement, ben, d'être patient, c'est un job à 100% pour essayer de déjà se maintenir normalement. Et puis, ben, c'est tout un art. Et il faut apprendre aussi, on attend beaucoup des médecins, mais je pense qu'il y a un côté où nous aussi, on doit apprendre à quand on va chez le médecin, on peut lui parler des 6 derniers mois et pas juste du jour ou comment on est quand on est là-bas. Parce que des fois, on est très, très mal ce jour-là, mais comment ont été ces 6 derniers mois? Et c'est important que le patient, ça c'est sa responsabilité. Donc, il faut devenir acteur pour que le docteur puisse travailler au mieux aussi avec les informations qu'on lui donne.
Donc, d'où de nouveau ces décisions partagées. Et voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Après, je réponds volontiers à d'autres questions. J'ai l'espoir qu'on trouve une cure. J'aimerais vraiment aussi que chacun puisse trouver sa place dans la société sans forcément souffrir pour essayer de trouver sa place, donc que chacun soit valorisé pour son potentiel. Et je suis sûre que c'est possible et ça devient de plus en plus possible grâce à ce genre de sensibilisation qu'on fait. Donc, merci à tout le monde, merci à tous les scientifiques, les collaborateurs de la santé pour faire ce que vous faites, pour essayer de nous améliorer nos vies. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tous les autres participants de cette réunion ont envie de vous remercier, vous, pour une telle humilité, une telle force de présentation de votre parcours, une telle générosité d'esprit. Et je vous associe à Catherine pour des présentations très, très, très intéressantes et qui vont vraiment faire avancer la prise en main globale des patients. Les équipes médicales vont beaucoup plus réfléchir à vos difficultés, à vos défis. Et je suis sûr qu'en équipe, nous arriverons à mieux faire avancer cette lutte contre les maladies inflammatoires chroniques. Effectivement, on a 15-20 minutes pour rebondir sur des questions dans le sillage de vos deux présentations. Vous nous avez parlé avec énormément de courage, de vos bas, de vos difficultés, mais heureusement aussi de vos avancées. Vous avez permis à d'autres patients de se reconnaître, vous aider à faire mieux passer des messages aux médecins. On comprend mieux l'impact de ces maladies inflammatoires chroniques, les impacts physiques, les impacts psychosociaux, et vos présentations sont très complémentaires. J'aurais une question à Catherine. J'ai été marqué, et d'autres l'ont été aussi, par les difficultés que Laetitia a rencontrées pour se faire entendre, pour arriver à un diagnostic et une prise en charge plus adaptée. Est-ce que vous aussi, vous avez expérimenté un trop long délai comme Caroline, comme Laetitia? Non, dans mon cas, je dirais que c'était moi l'obstacle principal. Donc, il y a eu des signes, comme je l'ai expliqué. Il y a une méconnaissance de mon côté. J'ignorais totalement que c'était des signes avant-coureurs d'une polyarthrite. Et puis, un peu comme pour Laetitia, eh bien, on n'accepte pas d'avoir ses faiblesses, on n'accepte pas de voir son corps faillir. Donc, on le cache. La principale personne qui est ralentie sans doute le diagnostic, c'est moi. Et quand je suis, vers 2017, quand il y a eu cette espèce de cercle vicieux où j'ai arrêté de courir, je me sentais de plus en plus mal et ça faisait une boule de neige, je me disais, mais je suis en train d'inventer un truc. Mon corps me disait, je ne vais pas bien, et mon esprit me disait, mais ma pauvre fille, tu somatises, tu fais une dépression, tu vas quand même pas aller rencontrer ton médecin pour lui dire, écoutez, ça va pas, j'ai mal aux pieds le matin quand je me lève, et puis j'ai pris du poids et je me demande ce qui se passe. Donc, j'ai été, en ce qui me concerne, je pense, le principal frein à la pose du diagnostic, étant donné que lorsque je me suis retrouvée chez mon médecin traitant, elle immédiatement à penser à la polyarthrite. Donc, je crois sincèrement qu'on devrait être plus gentil avec nos corps et aller plus vite chez le médecin pour dire, écoutez, ça peut paraître ridicule, mais j'ai mal là, est-ce que c'est normal, docteur? Donc, voilà ma réponse. Toujours à propos du diagnostic et de vos évocations très intéressantes, une question pour le docteur Ishchenko, ma consoeur. Est-ce qu'il n'y aurait quand même pas du côté médical des moyens partagés avec les patients pour raccourcir ce diagnostic et favoriser une prise en main plus précoce? Je pense que de côté de patients, un comportement proactif, comme a décrit Laetitia, par exemple, ou Caroline, de chercher activement l'information, chercher activement un médecin qui vous écoute, peut améliorer le délai diagnostique. De côté des médecins, je pense que awareness concernant la maladie et les maladies inflammatoires,
est très importante pour rapidement penser à un diagnostic précis sans donner une stigmatisation négative aux patients qui les décourage fortement en fait de reconsulter un médecin même si c'est un autre médecin. Je pense que tout ça, ça peut raccourcir le délai diagnostic et commencer le diagnostic précoce est toujours très précieux. Nos discussions, vos messages ont certainement contribué à raccourcir des errances diagnostiques. Caroline Wozniacki a bien évoqué que c'était aussi une des actions qu'elle voulait développer dans Advantage Earth, limiter les errances diagnostiques. Est-ce que Laetitia, au-delà de cette thématique du diagnostic, d'un diagnostic plus précoce, vous auriez d'autres souhaits? Est-ce que vous voyez d'autres enjeux en tant que patiente très réfléchie, très responsable? Est-ce que vous voyez d'autres enjeux que vous voudriez mettre dans campagne Advantage Earth? Laetitia? Donc, d'autres enjeux. Parce que moi, si je pense qu'il y a un problème de stigmatisation de la femme. Mais ça, la campagne, elle y répond déjà d'une certaine façon. C'est qu'il y a quand même un aspect, j'ai envie de dire, hormonal, qui pourtant n'est pas lié qu'à la femme, je veux dire, qui est vraiment quelque chose où on va avoir déjà ses hauts et ses bas, peut-être émotionnels. D'ailleurs, moi, ma prise de pilule quand j'étais jeune a été liée à ça et à des douleurs de dos quand j'avais déjà 14 ans, en fait. Donc, il y a un aspect hormonal qui peut-être aussi vient jouer un rôle. Donc, moi, quand j'expliquais justement que j'avais ces douleurs dans le ventre, que je n'arrivais pas à dire où, il y avait vraiment cet aspect gynécologique au fait où c'était très bien qu'on fasse mais finalement, très vite, on a vu qu'il n'y avait rien et que ce n'était pas là le problème. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. Et du fait de ces hormones, c'est aussi très stigmatisé que, ben voilà, que les femmes, elles ne soient pas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a son cycle, c'est normal. Non, elle a peut-être très, très mal. C'est pas son cycle. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça qui, pour moi, est important. Il y a le côté que déjà d'être une femme dans nos sociétés, alors on a beaucoup évolué et je suis très reconnaissante de ça, mais on peut encore faire mieux. Mais déjà d'être une femme, c'est un peu déjà un combat au quotidien pour essayer d'être valorisée et d'être soi-disant autant compétente qu'un homme. Mais alors, si en plus on a un handicap, ben, du coup, on est vite en bas. On est un peu des bonnes à rien. Et en plus, on exagère. Et en plus, on a ces sautes d'humeur. Et donc, pour moi, il y a quelque chose vraiment par rapport à ça où je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à déstigmatiser et en même temps enlever les tabous. Mais il y a aussi ça pour l'homme, parce qu'on dit souvent que l'homme a les spondylarthrites ankylosantes beaucoup plus, parce que peut-être aussi l'homme, il ne doit pas dire qu'il est en souffrance. Donc, j'ai envie de dire, chaque genre a sa difficulté. Et parce qu'au final, ce n'est pas une histoire de genre, c'est une histoire simplement qu'on est humain et puis qu'on vit des maladies et puis qu'effectivement, c'est important qu'on en parle et qu'on parle de l'aspect, pour moi, comme je disais, dès le début, on nous annonce une maladie chronique. Moi, je ne réalisais pas ce que chronique allait dire. Pour moi, je pensais que j'allais prendre des anti-inflammatoires 2 mois. Je n'ai pas changé mon assurance maladie parce que le système en Suisse, parce que je n'avais pas réalisé ce que ça voulait dire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à la prise en charge psychique et émotionnelle qui est très, très importante à ajouter aussi, je pense, vraiment. Ouais. Des facteurs hormonaux, psychologiques sont étudiés dans la recherche et il y aura certainement effectivement des réflexions de la grande famille Avantage Earth sur ces sujets. Une question pour Catherine. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de temps entre
la maladie qui s'installait et la possibilité de reprendre des bons rêves et de reprendre une qualité de vie plus facile. Je reposerai la question à Catherine si elle réapparaît. Je crois qu'elle a disparu des écrans. Je vais peut-être demander à ma consoeur comment est-ce qu'elle elle envisage la poursuite de la campagne, quels sont ses points de vue de médecin. La campagne Advantage Earth souhaite sensibiliser aux maladies inflammatoires chroniques beaucoup de patients. Quelles sont ces idées, Ala? Je pense qu'on doit inclure pas seulement les patients, mais aussi les membres de la famille et l'entourage des patients pour justement les sensibiliser. Et comme a dit Laetitia, c'est très important d'avoir une source d'information qui est fiable, qui est up-to-date. Et je pense que Advantagers peut contribuer à ça en ayant, par exemple, les informations utiles par pathologie sur leur site, qui seront fiables, que les patients ou les patientes peuvent se référer avec les thèmes particuliers qui peuvent intéresser les patientes. Je suis de retour, je suis de retour, docteur Larbre. Je suis désolée, j'ai été éjectée par le système. Vous aviez une question pour moi? Bien volontiers, avec tous vos talents d'expression. Nous souhaitions mieux connaître la durée qui avait marqué le passage de la connaissance de la maladie et le retour de vos rêves. Est-ce que la période difficile a été très longue ou si finalement vous avez retrouvé rapidement un état de santé, une énergie pour vous reconsacrer à des bons défis, à des bons rêves? Je pensais que dès que le diagnostic avait été posé et confirmé, c'était bon pour moi, que j'étais repartie sur des nouvelles rails. Je me voyais pleine d'énergie et d'allant. Et c'est ma rhumatologue, il y a quelques mois, qui m'a dit « Ah, je vous sens plus positive ». Donc, entre ma perception et la perception d'une autre personne qui savait ce que je traversais, la réponse est différente. Donc, et je crois qu'elle avait raison. Je pense que j'étais tellement orientée dans on va gagner, je vais passer au-dessus de cette maladie et je vais savoir trouver un mode de fonctionnement avec elle, que pour moi, dès le départ, c'était bon. Or, non, il a fallu visiblement quand même, je dirais, une année pour que mon corps et mon mental intègrent la chose et repartent réellement du bon pied. Voilà. Donc, même si les mois passent et qu'ils ne sont pas toujours simples, on ne lâche rien et on construit avec son traitement, avec sa résilience, avec ses contacts, avec sa famille, avec les associations, avec son médecin, le fameux game plan de Caroline. Et on ne lâche rien et on arrive ensuite à ses rêves et on les réalise. C'est ça. Bien. Laetitia, est-ce que vous auriez des messages par rapport à l'équipe médicale à travers votre expérience et toutes les deux, Laetitia, Catherine, vous pouvez vous exprimer de façon courte. Qu'est-ce que vous attendez le plus de vos rhumatologues dans les semaines à venir, l'une et l'autre? Bon, alors pour moi, c'est simple, c'est déjà que mon rhumatologue, il m'oriente justement, comme disait la doctoresse, aussi avec les up-to-date. Mais le problème, c'est que j'ai réalisé justement dans la rhumatologie, c'est que ça avance à une vitesse fulgurante, ce qui est génial, mais ce qui n'est pas forcément facile pour un rhumatologue de suivre tout ce qui se passe non plus, parce qu'un de ses rôles, c'est de nous traiter et de s'occuper de nous. Ce n'est pas juste d'aller à des symposiums et puis de lire, et puis de... Donc, dans un sens, j'aimerais vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit possible, de pouvoir toujours être up-to-date. Quelque chose de centralisé. Moi, j'attends ça de ma rhumatologue, mais j'aimerais bien je sais que ce n'est pas vraiment possible.
Ensuite, ben voilà, j'attends qu'elle me propose, elle me suggère des choses possibles en fonction de comment les choses évoluent ou n'évoluent pas, justement. Et aussi, ben, une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai changé de rhumatologue, c'est que moi, j'ai envie que mes données, ce que je suis en train de vivre, puissent servir à la science. Et ça, de nouveau, une autre chose qui me choque complètement, c'est qu'il y a des études qui se font, par exemple, dans la région où je vis, mais qu'on ne m'inclut pas forcément, alors qu'ils cherchent des gens dans ces études pour avoir justement des données, pour pouvoir... Et ça, c'est une des choses qui, moi, a été essentielle. C'est que je veux pouvoir qu'au moins, oui, je dédie toute cette énergie à aller voir mes docteurs, à faire ce que je dois faire, mais au moins que ça puisse servir à la science pour que d'autres générations ne souffrent pas des mêmes choses. D'ailleurs, c'est comme ça que moi, je ne souffre moins que les générations d'avant. Donc, il faut que ce soit utile. Donc, c'est aussi quelque chose que j'attends de ma rhumatologue, c'est qu'elle me tienne un peu aussi informée de ce qui se passe et de qu'est-ce que je peux faire partie, en fait, avec mes données. Donc, voilà, puis bien sûr qu'elle me soutienne. Besoin de soutien, besoin d'information et besoin de solidarité pour en donner encore plus aux autres patients. Ouais. Et Catherine? Que nous continuions à avoir une bonne relation où on peut échanger, se dire les choses comme elles sont. Je peux lui faire part de mes demandes. J'ai toujours une réponse, en fait. Elle est très supportive et elle est très protectrice de ses patients. Et en même temps, elle m'a très vite dit que j'allais être actrice de ce qui allait suivre. Et elle avait tout à fait raison. Et ça, il faut qu'elle continue de me le rappeler si elle pense qu'à un moment donné, je lâche pied. Donc, du soutien, du support, de l'empathie, mais aussi de temps en temps le petit coup de boost qui manque quand on est dans un creux. Et aussi, ce qui est très important, je pense, c'est il n'y a jamais de déni de la douleur quand je vais chez elle. Si je lui dis j'ai mal, les nuits sont difficiles ou ce genre de choses, et jamais elle va remettre ça en question. Donc, son écoute est aussi très importante et son empathie. Voilà. Là, vous avez souligné tout à l'heure. Oui, Laetitia. Non, ben en fait, c'est par rapport à la question de tout à l'heure que Catherine a eue. J'avais juste envie de rajouter quelque chose, mais peut-être qu'on revient après la question que vous alliez poser maintenant. C'était juste savoir si je pouvais rajouter quelque chose. On vous écoute, c'est fluide, c'est bien, vous êtes passionnante. La parole aux patientes qui parlent aux autres patientes. À vous. Merci, c'est très gentil. En fait, il y a ce côté de rien lâcher. Et moi, j'ai envie de dire que des fois, il faut lâcher, en fait. Et c'est ce que je suis en train d'apprendre maintenant. Et je suis vraiment quelqu'un qui persévère. J'ai traversé l'Alaska, je fais vraiment. Et en fait, justement, je crois qu'à un moment, un de mes freins pour avancer a été que je n'arrivais pas à lâcher. J'avais besoin de toujours être sous le contrôle. Par contre, dans l'idée de rien lâcher, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément ce rêve-là ou ce rêve-ci, c'est de garder une visualisation de où on veut aller. Et ça, c'est ce qui est le plus important. C'est vraiment de se dire, j'aimerais faire ce marathon, j'aimerais faire ça. Et finalement, on y essaye. Et comme disait Catherine, il y a des jours où elle ne va pas aller courir, ou voilà. Et au final, c'est ce chemin qui compte. Et c'est de garder cette visualisation en tête. Mais je pense que de ne vouloir absolument l'atteindre, en fait, pour moi, il y a quelque chose aussi où à un moment, des fois, il faut accepter et se résilier. Et tout alpiniste sait que des fois, même aussi près du haut de la montagne qu'il est, il doit savoir dire stop. Donc, c'est cet équilibre de lâcher prise, justement, et de ne pas lâcher, qui est, à mon avis, tout un art de savoir être patient, de savoir faire, de savoir s'arrêter, de savoir s'écouter pour prendre soin de soi le mieux possible, en fait. C'était juste quelque chose que je voulais dire, voilà. Ces mots sont très importants et vos réflexions à toutes les deux complètent très bien la vision de Caroline Wozniacki et vont aider d'autres patients vont aider des médecins à beaucoup évoluer dans leur conception médicale et philosophique. C'est très intéressant. Je crois qu'il nous reste 5-10 minutes, mais ce sont des mots très importants. Et je voulais rebondir pour une question pour Ala, puisqu'elle a très bien illustré tout à l'heure l'intérêt du rhumatologue comme
un élément moteur, un élément central dans une prise en charge multidisciplinaire que l'on vient de tous aborder. Je voulais lui demander, au nom de toutes les patientes, quels conseils elle donnait pour favoriser la relation médecin, malade responsable et cette notion de décision partagée qui va aider à faire avancer les patients. Je pense que comme rhumatologue, on doit prendre notre temps avec le patient, je pense, surtout au début du diagnostic. Et je pense qu'on doit se faire aider par d'autres professionnels de santé pour informer les patients, pour que le patient ne suit simplement pas le rhumatologue, mais pour qu'il ait plutôt un partenaire et qu'il a également des responsabilités. Au vu de sa maladie. Donc, c'est lui le centre d'intérêt de toutes les professionnels de santé. Donc, le patient est au centre et je pense qu'il doit faire partie de la prise de décision et on doit activement collaborer avec le patient comme professionnel de santé. Encore des mots forts et qu'on entend et qu'on va mettre dans nos pratiques de soignants et d'interaction avec nos patients. Les organisateurs qui nous ont permis toutes ces interactions, toutes ces discussions ont fixé une réunion qui devait se terminer vers 19 h, ont fixé des conclusions que Jean-Paul, le modérateur, devait faire. Et je vais dire quelques mots de conclusion, mais j'aimerais bien, puisque les femmes parlent aux femmes, les patientes parlent aux patientes, que les conclusions viennent vraiment de Caroline, mais elle est déjà en action pour sa grossesse et pour Advantage Earth, mais qu'elles viennent de Hala et de Catherine et Laetitia. Pour ma part, je ne peux que dire qu'avec émotion, j'ai rencontré aujourd'hui des personnes remarquables qui expriment bien toutes les dimensions de la maladie et qui nous donnent à tous beaucoup de courage et beaucoup de lucidité pour améliorer cette prise en charge globale de tous les patients atteints de rhumatisme inflammatoire. Je formule les meilleurs voeux à la grande famille Advantage Earth et à Caroline Wozniacki dans ses souhaits de développer ces relations entre patients, ces partages d'expériences, ces enrichissements de patient à patient pour arriver à mieux vivre avec la maladie ou mieux la dominer. Et je voulais aussi féliciter les organisateurs qui nous ont montré que la télémédecine pouvait respecter l'humain et nous permettre tous, en Belgique, en Suisse, en France, de collaborer et d'avancer. Je passe la parole à ma consoeur pour bénéficier de ces conclusions. Je voudrais conclure que, de nouveau, je l'ai répété plusieurs fois, que la collaboration avec des patients est très importante. Et je pense que les associations des patients et des compagnes comme celle-ci sont également très importantes. Et donc, je pense que comme médecin et comme rhumatologue, on doit plus participer dans ce type de campagne. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul? Je suis bien d'accord. Et nous allons entendre encore des messages forts, très synthétiques de Catherine et Laetitia pour leur père. Catherine, tu... En conclusion, oui, moi je peux peut-être dire quelque chose. Allez consulter plus tôt, le plus vite possible. Et si vous n'êtes pas entendu, c'est pas que vous êtes une petite douillette ou une grande folle, c'est peut-être que vous n'êtes pas chez le bon praticien, donc allez voir un autre médecin. Et puis continuez à bouger. Voilà. Super, ouais.
Et puis, moi, j'ai envie de dire que des fois, j'entends des jeunes qui me disent « Oh mon Dieu, j'ai été diagnostiquée avec cette maladie », donc ils entrent en contact avec moi. Et en fait, j'essaie de leur dire à quel point c'est génial, justement, qu'ils soient diagnostiqués si jeunes, parce qu'ils vont pouvoir, justement, prendre en charge le plus rapidement possible, essayer de limiter les dégâts qui devraient dans le futur ne plus être irréversibles parce qu'on devrait petit à petit ne plus du tout y arriver. Et justement, c'est parce qu'ils sont diagnostiqués jeunes et du coup, ils vont pouvoir faire face à ça. Donc, justement, de nouveau, la même chose que pour Catherine. Pour moi, j'ai été mon propre obstacle à ne pas aller consulter plus vite et ma dégradation de vie a vraiment eu un lien avec ce temps qui a pris du temps. Et je pense que c'est important, comme dans cette campagne aussi, mais qu'on parle de ces... Finalement, on a tous une expérience qui est différente, mais en même temps qui est très similaire, avec des symptômes très similaires et qui sont indicateurs que peut-être il faudrait aller consulter. Et je pense que ça, c'est quelque chose où si le public était... Il y a plein d'autres maladies qui sont beaucoup moins, en termes de pourcentage, atteindre la population, et pourtant on connaît ces symptômes. Et j'ai l'impression qu'avec le rhumatisme, on ne les connaît pas trop. Les gens n'entendent jamais justement que des enfants peuvent avoir de l'arthrite. On va leur dire c'est parce que tu grandis ou ce genre de choses. Et du coup, c'est vraiment important qu'il y ait ces symptômes alertateurs. Je ne sais pas si on dit ça comme ça en français. Qui puissent en fait indiquer d'aller consulter. Et dans le meilleur des cas, au moins, on sait qu'on n'a rien. donc, ce serait génial. Grâce à vous, Laetitia, grâce à vous, Catherine, grâce à Ala, je suis sûr que beaucoup de patients et de patientes vont avoir plus de facilité pour prendre l'avantage sur ces maladies inflammatoires. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. All the best. À bientôt. Meilleurs souhaits. Oui. Et bravo Merci. à vous. Bravo, bravo.